Salut les amis, c'est Peter, bienvenue dans le grenier de l'étrange. On se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour le vide-grenier de l'étrange numéro 2. Ah, je vous aurais fait attendre pour celui-là, je vous aurais fait attendre. Mais bah écoutez, j'espère que ça valait la peine, j'espère que ça va vous plaire en tout cas tout ça. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le premier vide-grenier de l'étrange, et qui ne connaîtraient pas donc le principe, je vais vous faire une petite présentation du principe donc, et puis un petit résumé aussi. Alors le principe en fait des vides-greniers de l'étrange, c'est un peu une vidéo que je vais pas dire fourre-tout, mais presque. En gros on va passer en revue l'actualité de la chaîne, l'actualité paranormale, l'actualité aussi des jeux d'horreur, des films d'horreur aussi, des séries. Euh, Ensuite, on va avoir une analyse de cette fois-ci d'une vidéo et d'une photo. Ça fait un peu short, mais par rapport au premier vide-grenier de l'étrange, ça fait un peu court. Mais comme je vous l'annonçais, il y a une histoire assez complexe, assez longue, que je voulais vous raconter et partager avec vous. Alors on va commencer sans tarder avec une question, je pense que vous vous posez certainement, qui doit être Peter, mais qu'est-ce que tu vas faire comme jeu? Qu'est-ce que tu vas nous présenter maintenant que qu'on a fini nos deux jeux? On est un peu orphelin parce qu'on a fini Limbo et Slender the Arrival. Alors Slender the Arrival, pour revenir un peu dessus, même si de toute façon on y reviendra un peu plus en détail dans une autre vidéo, dans un after game qui lui sera consacré. Slender, c'est un jeu que vous m'aviez conseillé. Au début j'étais pas très chaud comme vous aviez pu le voir et comme je vous l'ai déjà expliqué. J'étais pas très chaud, mais au final c'est un superbe jeu. C'est vraiment un superbe jeu à l'histoire et à l'ambiance énorme. Je regrette même de l'avoir fini, parce que ce jeu, je peux vous dire qu'il va me manquer. Peut-être à vous aussi d'ailleurs. Peut-être à vous aussi. Alors oui, j'ai mes notes juste en bas en fait. J'ai mes notes un coup là, un coup là. C'est pour ça que c'est pour ça que je regarde un coup en bas, un coup à gauche. Enfin à droite. Non, je sais pas. Là, c'est peut-être la droite pour vous. Bref. Bref. Donc les prochains jeux probables. Je vais vous citer déjà un jeu que vous êtes beaucoup à me réclamer encore une fois. Un jeu que vous avez l'air de beaucoup apprécier. C'est Among the Sleep. Alors, Among the Sleep, c'est une histoire assez spéciale puisqu'on incarne un bébé, tout simplement un bébé qui habite une maison où il se passe des choses pas très nettes. Je pense que vous vous en doutez de toute façon. Il se passe des choses un peu paranormales avec. Ça a une histoire, ça a une relation avec sa mère. Enfin, c'est un rapport avec sa mère. J'avais déjà vu un let's play, enfin une partie d'un let's play notamment de Kigar sur ce jeu. C'est vrai que ça avait l'air assez sympa, super original. Donc bah écoutez, je pense que un des prochains jeux ce sera ça. Ensuite, je pensais très fort. Je pensais très fort à Fahrenheit. Alors Fahrenheit, c'est un jeu sorti il y a 10 ans, qui est sorti en 2005. Qui a été créé par David Cage. David Cage, je ne sais pas si vous le connaissez, en fait c'est le gars qui est derrière tout simplement Heavy Rain et Beyond Two Souls. Donc c'est des jeux assez spéciaux, assez originaux aussi dans leur approche. Si je ne dis pas de bêtises, Fahrenheit en fait c'était un des premiers jeux, ou alors, oups désolé, mon écouteur qui se fait la malle. C'était un des premiers jeux, ou le premier jeu même, à être basé en fait principalement sur des actions contextuelles. Donc en fait c'est ça qui le différenciait vraiment des autres jeux, c'est que en fait il invitait le joueur à effectuer des actions quotidiennes pour mieux se mettre dans la peau du personnage, en fait des trois personnages si je me rappelle bien. Et donc voilà, je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant à faire avec vous. Le scénario se déroule un peu j'ai envie de dire, sur un fond de fin du monde. En fait, on habite une ville qui est bientôt submergée par la neige et par le froid. Et en fait, on doit réaliser une prophétie, parce qu'en fait, on est destiné à ça, c'est notre destinée. Et on s'aperçoit qu'il va falloir tout mettre en œuvre pour réaliser cette prophétie
et sauver le sort de l'humanité, rien que ça. Donc voilà, sinon je vous ai proposé dimanche dernier un jeu d'un genre un peu nouveau sur la chaîne, puisque c'est un horror RPG. Alors ça faisait longtemps que je voulais vous proposer un horror RPG. Mon choix de choisir Monsters, c'est le titre du jeu, était peut-être pas forcément judicieux, vu que c'est un jeu où il y a énormément de dialogue, il n'y a pas beaucoup d'action, parce qu'il y a des horror RPG où il y a quand même un peu plus d'action que ça. Donc je sais pas, vous avez l'air d'avoir un avis mitigé sur ce jeu. Je pense qu'on va le continuer un peu. On va le continuer un peu, mais je vais essayer de l'intercaler entre les deux autres jeux principaux. Donc en gros, ça nous fera à peu près 3 vidéos par semaine. Je pense que je vais faire comme ça, pour essayer de contenter tout le monde. Sinon, vous vous rappelez certainement de Anna. C'est le premier jeu de la chaîne, le premier jeu que j'ai testé et qu'on a partagé ensemble. Une superbe aventure, et les développeurs de ce jeu, Dream Painters, développe un autre jeu qui se nomme White Heaven, c'est-à-dire Paradis Blanc, si je ne dis pas de bêtises, basé un peu sur le même, un peu dans la même ambiance qu'Anna. On reconnaît d'ailleurs beaucoup la patte graphique de ces développeurs. Et bah écoutez, je suis ça de vraiment très près, et puis quand ça sortira, je pense que ça vaudra le coup qu'on fasse un petit essai sur la chaîne, hein. Je pense que vous aussi vous serez pas contre. Un autre jeu, cette fois pas sur PC mais sur PS4, que je n'ai pas malheureusement, pas encore du moins, c'est Until Dawn. Alors je vous mets un petit trailer parce que je pense que des images valent mieux que 1000 mots. Hello? Guys? Mike? Emily? Hello, Samantha. Looking for me? You're only going to see what I want you to see. And I have quite a lot to show you. What's going on? I'm going to give you 10 seconds. Donc comme vous avez pu le voir, ce jeu en fait fait un peu penser à Resident Evil, enfin les premiers du moins Resident Evil, avec son système de caméra fixe. Je trouve que pour le coup, moi qui suis pas fan de ce système là, pour le coup je trouve que ça rend très très bien, ça donne un aspect un peu film. D'ailleurs en parlant de film, ce jeu est inspiré de pas mal de films cultes comme Scream, Les Griffes de la Nuit, Souviens-toi l'été dernier, des horror teen movies j'ai envie de dire. Donc voilà, à suivre. Ça aussi c'est un jeu que je suis de très très près, en espérant que d'ici sa sortie, prévue pour le 3e trimestre 2015 il me semble, en espérant que d'ici sa sortie je sois équipé pour y jouer et pour vous proposer un let's play dessus. Ça peut être vraiment très très sympa. On a presque fini pour les jeux, mais pour les fans de Vendredi 13, sachez qu'il y a un jeu en développement, un jeu qui ne sera pas basé malheureusement sur le film, mais sur la série. Alors je savais pas en fait qu'il y avait une série Vendredi 13, visiblement la série n'a rien à voir avec les films. C'est un peu dommage du coup de baser le jeu sur la série plutôt que sur les films, mais bon après, faut pas avoir d'a priori, hein, j'ai envie de dire, on verra bien ce que ça donne. À surveiller. Enfin, une petite nouvelle qui me tient particulièrement à cœur, j'espère que ça vous intéressera autant que moi d'ailleurs, c'est le possible retour, tenez-vous bien, de X-Files, une série culte, mais culte, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire c'est ça qui m'a fait aimer le paranormal, mais enfin je le regardais quand j'étais petit, c'était
c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Je sais pas d'ailleurs si vous le regardiez à l'époque. Mais en tout cas, ça me ferait vraiment très très plaisir. La chaîne de télévision américaine Fox a dit qu'elle travaillait à un retour de la série. Possiblement avec les deux acteurs principaux, Dana Scully et Fox Mulder. Vraiment des acteurs emblématiques. Voilà, on a fait un peu le tour des séries, des films et des jeux. Des jeux à sortir qui pourraient être intéressants, et puis des jeux qu'on va tester. Alors je voulais vous parler aussi, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans le dernier vlog. Je voulais vous parler d'une nouvelle chronique que je nommerai très certainement, je crois que je vous l'ai pas dit ça par contre, les histoires du grenier. Les histoires du grenier, c'est le fameux top 10 dont je vous parlais. Enfin top 10, top 5, je sais pas, j'adapterai. Mais en fait, en gros, ce sera des histoires paranormales, ou des événements paranormaux assez courts que je vous parlerai, dont je vous parlerai plutôt, c'est plus français, dont je vous parlerai un peu version voix off, avec des images, des vidéos, de façon assez courte, ça durera à peu près entre 5 et 10 minutes. Ensuite, et puis après on aura fini avec l'actualité de la chaîne, on passera aux choses sérieuses ensuite. Vous êtes beaucoup à me proposer, à me demander, à me parler de la chasse aux fantômes, entre guillemets, un peu comme fait Gus DX, dont je parle souvent sur la chaîne, d'aller dans un lieu soi-disant hanté, et puis d'essayer de capturer sur le vif des entités, des fantômes, des PVE, toutes ces joyeusetés. Alors, j'ai envie de dire, je vous en avais déjà parlé, ça encore, j'ai envie de dire que c'est un peu l'évolution naturelle de la chaîne pour moi. C'est un peu l'évolution naturelle de la chaîne, sans laisser de côté les autres vidéos, mais ça j'aimerais beaucoup le faire. Peut-être d'ici la fin de l'année, parce que c'est un projet quand même un peu à long terme, faut s'équiper, faut connaître des lieux. Mais je pense que ça pourrait donner quelque chose de vraiment pas mal. Donc les amis, maintenant on va commencer à entrer dans les choses sérieuses, doucement mais sûrement, parce qu'on va parler de l'actualité paranormale. Alors, dans l'actualité paranormale, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en janvier dernier, en tout début d'année, des plongeurs archéologues, je sais pas en fait si c'était des archéologues, c'était peut-être simplement des plongeurs. C'était peut-être des mecs en fait qui se faisaient une plongée comme ça, tranquille. Oh tiens, on va aller par 300 mètres de profondeur, tu vas voir Marcel, ça va être cool. Je sais pas du tout. Pour pas mouiller, je vais juste dire des plongeurs. Hein. Donc ces plongeurs ont découvert au large de la Sicile une épave qui aurait coulé il y a 2600 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert dans cette épave? Eh bien ils ont découvert quelque chose d'assez spécial, puisqu'ils ont découvert un métal inconnu, on va dire. En fait, ils ont trouvé 39 lingots d'orichalque. Alors, l'orichalque, c'est quoi? L'orichalque, premièrement, à l'époque romaine, ça désignait un alliage de cuivre et de zinc, qui servait notamment à fabriquer les pièces de monnaie. Ensuite, l'orichalque, ça peut désigner, et c'est le cas qui nous intéresse là, ça désigne un métal mythique, un métal légendaire, qui selon Platon était utilisé par les Atlantes, qui s'en servaient pour recouvrir les temples sur la mythique Atlantide, cette fameuse cité dont on ne sait pas encore si elle a vraiment existé, mais de plus en plus de preuves se font jour, j'ai envie de dire. Donc cette cité engloutie en fait, cette cité aussi légendaire que le métal dont on parle ici. Alors faut savoir que l'orichalque, c'est peut-être pas la première fois qu'on en trouve, on n'est pas sûr. Parce qu'en fait, on aurait peut-être déjà retrouvé des statuettes faites par des civilisations très anciennes, comme les Mayas, les Aztèques, etc. Des statuettes faites en orichalque, possiblement, on ne sait pas encore. Donc affaire à suivre, j'imagine que les 39 lingots vont être examinés. Avant d'être, j'imagine, revendu pour un très bon prix à un musée. À suivre. Si je vous dis un petit robot avec des caméras qui se déplacent sur des chenilles, un petit robot tout mignon, vous allez penser peut-être à Wall-E, et ben moi je vais penser à Curiosity. Curiosity qui décidément arrête pas de faire le buzz en ce moment.
puisque sur une photo de la NASA qui date de 2013, si je dis pas de bêtises, une photo de 2012, je viens de vérifier en fait, mais qui a été rendue publique par la NASA tout récemment. Sur cette photo, on verrait en fait, à côté de l'ombre du robot Curiosity, on verrait une silhouette, une ombre. Alors, pour certains, ils interprètent ça comme une silhouette d'homme, c'est vrai, pour moi c'est possible. Une silhouette d'homme avec une bouteille à oxygène dans le dos, et puis qui essayerait de farfouiller un peu sur le robot. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Pour les adeptes de la théorie du complot, en fait, ce serait que Curiosity n'est pas sur Mars, mais tout simplement sur Terre. Donc c'est qu'on nous aurait menti à l'insu de notre plein gré, et en fait ce serait l'ombre, en fait ce serait un technicien qui opérerait sur le robot. Voilà. Alors pour d'autres, par contre, ce serait en fait pareil, un peu dans l'optique de la théorie du complot, j'ai envie de dire, ce serait des humains qui seraient sur Mars et qui seraient installés dans des bases, dans des anciennes bases peut-être extraterrestres. On ne nous dit pas tout. Et qui bricolerait, à l'insu ou pas d'ailleurs de la NASA, qui bricolerait le robot. Et pour d'autres, enfin, ce serait tout simplement des extraterrestres, des aliens. Donc voilà, je vous laisse vous faire une opinion. Moi je trouve ça super intéressant, enfin ça fait se poser des questions tout ça. Notamment la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Donc voilà. Il y a une dernière hypothèse la plus cartésienne, j'ai envie de dire, mais qui pour moi tient pas vraiment. En fait, c'est l'hypothèse de la pareidolie. Alors, la pareidolie, en fait, c'est quoi? C'est quand le cerveau essaye d'identifier dans des formes aléatoires, essaye d'identifier une forme connue. Donc là, en fait, ce serait pourquoi pas l'ombre d'un rocher qui se projetterait à côté du petit robot Curiosity. Et notre cerveau essaierait de l'interpréter en voyant une silhouette humaine, ou du moins humanoïde. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, honnêtement, ça me paraît beaucoup tiré par les cheveux. Voilà, après d'un autre côté, je me dis, si vraiment, enfin toutes ces photos d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas que d'autres, je vais vous en montrer d'autres en fait, un peu après, je me dis, si vraiment il y a quelque chose de bizarre sur cette photo, pourquoi la NASA nous la montre? Est-ce que c'est une photo qui est passée entre les mailles du filet de la censure? Est-ce que c'est une photo... bah non, de toute façon, c'est pas une photo volée, là, pour le coup, puisque c'est publié officiellement. Bref, je sais pas. C'est toujours la question que je me pose. Pourquoi montrer ces photos si ça met la NASA dans l'embarras? Après, dites-moi si vous avez une théorie, enfin, si vous avez une idée un peu sur ce genre de photos... volées ou alors étranges, mais qui seraient passées entre les mailles de la censure. Mais Curiosity n'en est pas à son coup d'essai en matière de photos bizarres, puisque il y a quelques temps déjà, Curiosity aurait pris en photo en fait des restes de statues, des statues qui font presque penser à des statues antiques, en fait, une statue de chat en fait, comme on peut le voir sur la photo. C'est vrai que c'est assez troublant. Je pense que pour des rochers, ça a une forme quand même assez spéciale. On voit d'ailleurs sur le rocher le plus à gauche, on voit des espèces de stries assez linéaires. Ça nous fait 3 bandes. Ça fait presque penser ça fait penser à une construction, un temple, pourquoi pas. C'est vrai qu'en tout cas, ça fait assez fantasmer tout ça. Ça fait fantasmer de se dire qu'il y aurait en fait des temples sur d'autres planètes, notamment Mars. C'est assez intéressant. Alors aussi, Curiosity avait récemment pris en photo un relief sur un rocher qui ressemble fortement à la croix antique égyptienne, la fameuse croix de Ankh. Alors là encore, pareidolie ou pas, pour le coup je dirais que c'est plus probable. Pour un petit truc comme ça, on peut plus facilement interpréter, je trouve. Mais en tout cas, ça reste troublant. Encore plus troublant, j'ai envie de dire. Enfin, ça c'est vous qui me le direz, si vous trouvez ça plus troublant ou pas. Cette photo supposée d'un casque allemand ou d'un casque, pas forcément allemand d'ailleurs, d'un casque militaire de la Première Guerre mondiale,
qui aurait été, qui se serait trouvé là par hasard en fait. Bref, voilà les amis, c'est à peu près tout pour l'actualité paranormale que je vous ai concocté. Je crois que c'est un peu moins que pour le vide-grenier de l'étrange numéro 1. Mais bon, je préfère vous proposer de la qualité plutôt que de la quantité. Alors maintenant les amis, d'habitude on serait passé à l'histoire puis à l'analyse de vidéos et de photos. Là je vais commencer par l'analyse de vidéos et de photos. Car comme je vous le racontais, l'histoire est vraiment assez longue et assez complexe, donc on va finir, ça va être le clou du spectacle en fait, voilà. Et là je me mets tout seul de la pression en fait, parce que si c'est pas bien, enfin si ça vous déçoit, vous allez dire ouais on a attendu la fin tout ça pour rien en fait, Peter t'es un escroc. Non je rigole, vous dites pas ça parce que vous êtes gentil. Alors rappelez-vous, dans le premier vide-grenier de l'étrange, je vous avais parlé un peu des chasseurs de fantômes, de cette mode entre guillemets, des chasseurs de fantômes tels que Gus DX qui a fait pas mal de, qui a inspiré pas mal de youtubeurs, enfin pas mal de personnes en tout cas, à se lancer dans la chasse aux fantômes. Et parmi ces personnes, un youtubeur qui à la base est plutôt orienté gaming, je vous en avais parlé aussi, c'est Maxime de Globtopus. Maxime d'ailleurs que je salue et que je remercie beaucoup pour m'avoir donné l'autorisation d'utiliser ces images que vous allez voir. Alors Maxime, qu'est-ce qu'il a fait en fait pour la soirée d'Halloween? Il a proposé à ses abonnés, une petite vidéo un peu flippante, une petite vidéo où il se rend dans une carrière abandonnée, soi-disant hantée, où étaient fusillés les déserteurs durant la Première Guerre mondiale. Donc déjà ça plante le décor, ça met bien dans l'ambiance. Il paraît que les habitants du village auraient vu des vapeurs, qu'il y aurait des accidents sur la route pas loin, des accidents assez fréquents, etc., etc. Donc en gros, au début de la vidéo, Maxime rejoint un habitant du village qui l'amène vers ce souterrain qui aurait été transformé en champignonnière, là où on récolte les champignons, n'est-ce pas? Et donc Maxime s'enfonce tout seul dans ce souterrain. On est vraiment bien dans l'ambiance, on est plongé directement avec Maxime dans l'ambiance. Un peu, j'ai envie de dire, on retrouve un peu du Gus DX, mais avec une approche légèrement différente, un peu moins d'analyse, un peu plus d'action. Donc au fur et à mesure de son avancée dans les souterrains, Maxime découvre des grenades, des chaussures abandonnées, des poupées assez creepy, assez bizarres, et pire que tout, des ossements humains. Alors, notamment un fémur que Maxime n'hésite pas à prendre à pleine main. Et mettre dans son sac à dos. Franchement, ça, chapeau, parce que je l'aurais pas fait, moi. Et enfin bref, donc durant tout le long de la vidéo, que je vous conseille d'ailleurs de regarder, jetez-y un coup d'œil, hein, franchement, avant de continuer sur ma vidéo, histoire que je vous spoile pas trop. C'est ce que j'ai fait un peu, je viens de m'en rendre compte, mais bon, il est toujours temps de la regarder. En premier lieu, Maxime sort un petit enregistreur, un enregistreur de poche en fait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai un enregistreur. Alors, c'est pour... Enfin, j'utilise ça, ce genre d'enregistreur, pour enregistrer donc les PVE. Qu'est-ce que des PVE? Des PVE, en fait, c'est des phénomènes de voix électronique. Avec ça, on serait censé communiquer avec des fantômes. Donc c'est ce qu'essaye de faire Maxime. Ce que je vais faire, je vais vous montrer je vais vous faire écouter plutôt la bande audio, et vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas parler, à dire simplement des mots ou à taper sur un mur ou quelque chose dans le genre. Peut-être que je pourrais l'enregistrer et à ce moment-là comprendre votre présence. Alors moi, personnellement, ce que Maxime entend, il entend hérétique. Donc, comme réponse à sa question, Maxime entend hérétique. Moi, j'entendrais peut-être aussi quelle heure est-il. C'est peut-être un peu plus tiré par les cheveux, je sais pas, mais c'est aussi je pense que c'est aussi une hypothèse à prendre en compte.
Ensuite, deuxième PVE, donc vous me direz si vous êtes à peu près d'accord avec moi ou si vous avez entendu quelque chose dans les commentaires. Ensuite, deuxième PVE, même pas une minute plus tard, à peine une minute plus tard. Du coup, bah, je vais bientôt fermer ce qui me permet de vous entendre. Du coup, je vous laisse quelques secondes, 30 secondes, pour vous exprimer auprès de moi. Et n'hésitez pas à y aller, hein. Je suis là pour vous écouter. Je viens pacifiquement et je viens sans aucune mauvaise intention. Intention, pardon. Là encore, qu'entendez-vous? Moi j'entends un peu comme Maxime, je suis là. On peut aussi entendre simplement là. Donc je sais pas, j'ai un petit frisson là en fait. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est du direct. C'est ça qui est bien. J'ai mon écouteur donc dans l'oreille gauche en fait pour avoir un retour de ma voix, qui est donc l'écouteur qui est relié à la caméra. Et tout en parlant de PVE, j'ai eu un petit bruit dans mon écouteur. Une espèce de soufflement, je sais pas si on l'entendra après, j'analyserai ça, je vous mettrai un petit, un petit truc. Au pire, si c'est vraiment quelque chose, sinon si je vous mets rien, bah, c'est que c'était simplement un frottement sur ma chemise, ou moi qui respirais tout seul, bref, je sais pas. Ça me donne quelques frissons, voilà, c'est du direct. C'est pas préparé. Bref, je ferai bien ça au montage de toute façon. Alors, pour en revenir au PVE de Maxime et non pas au mien, je suis pas rassuré maintenant. Pour en revenir au PVE de Maxime, ce qu'on peut dire déjà, c'est que... Alors oui, ce que je vais vous préciser déjà, Maxime précise déjà au début de la vidéo que tout ceci n'est pas truqué, n'est pas rajouté, en gros que ce n'est pas un fake. Ce que je vais faire, moi, je vais partir du principe que c'est vrai. Je vais partir du principe que c'est vrai. Après, je vous laisse vous faire votre avis. Là, on a deux choix possibles. Soit on se dit, comme pour tous les documents, toutes les vidéos, toutes les photos qu'on trouve sur Internet, de toute façon, on peut se dire, soit c'est du vrai, soit c'est du fake. Ça, déjà, c'est une première chose. Soit c'est du vrai, soit c'est du fake. Moi, je vais partir du principe que c'est du vrai. Je pense que pour le coup Maxime est honnête. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut dire en partant de ça, c'est que d'après le son, j'aurais tendance à dire que c'est près du micro. Si c'était loin, je pense qu'on aurait beaucoup d'écho. On n'entendrait pas ça du tout comme ça, un son un peu pas étouffé, mais vraiment comme si je parlais comme ça, vous voyez. Je sais pas si ça a très bien rendu d'ailleurs, si ça a rendu comme le PVE, je pense pas. Mais bref, voilà, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça peut pas être loin à cause de l'écho, je regarde mes notes en même temps. Alors ensuite, on laisse de côté les PVE. Maxime, ensuite, a prévu de dormir dans le souterrain. Là, je lui dis franchement, chapeau. Parce que dans un souterrain tout seul, je peux vous dire que moi, je flipperais et pas qu'un peu. J'aurais surtout envie de me barrer. Vous voyez, là, déjà je suis dans ma chambre, d'avoir entendu un petit bruit dans mon oreillette, c'est fini, je suis plus tranquille. Mais bon, vous avez l'habitude, hein, en me voyant sur les jeux, en me voyant sur Slender et compagnie, vous avez vu comment je flippe facilement. Mais c'est ça que vous aimez, je pense. Et donc voilà, donc je vous laisse voir cette petite séquence. Alors, j'ai mis le Night Vision. Normalement, il y a une lumière qui m'éclaire en plus, ce qui me permet à moi de voir un petit peu. Du coup, je vais dormir. Et je vais me filmer pendant que je dors. Eh ben, bonne nuit à vous. Hop.
comme le dit Maxime, en fait, comme nous l'explique Maxime, on voit une ombre se déplacer juste avant qu'il ne se lève, qu'il ne se réveille. On voit une ombre se déplacer de gauche à droite. D'après la hauteur à peu près, enfin j'ai calculé ça vite fait, j'ai pas fait des calculs super précis avec une règle sur l'écran et tout, non. Mais je pense qu'on peut dire que c'est la taille d'un homme, peut-être assez grand d'ailleurs. Vu la distance, ça a l'air d'être assez loin, ça a l'air d'être au fond de... Comment dire, ça a l'air d'être au fond de la grotte. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que sur le coup, forcément il ne le sait pas, mais il ne va pas voir... Enfin, peut-être qu'il va voir, mais il nous montre pas précisément, tiens, regardez, c'est là qu'il y avait l'ombre, etc. Bien sûr, sur le coup, c'est pas possible, mais ça aurait été intéressant. Bref, donc on voit une ombre se déplacer de gauche à droite, avec un espèce de claquement. Vous savez, moi, ça me fait presque penser à un lit qui grince un peu, qui grince pas, mais qui claque, avec des lattes un peu pourries, au moment où ça se déplace. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui marche sur quelque chose, déjà. Donc pourquoi pas une présence physique, sachant que si c'est un fantôme, je sais pas, j'imagine que ça aurait pas forcément fait de bruit. Je pencherais peut-être pour quelqu'un qui serait dans le souterrain. Alors quoi, un squatter, je dirais peut-être l'homme du début en fait qui amène Maxime dans la grotte, qui aurait décidé de lui faire un comment dire, une blague, je rigole parce qu'en fait j'ai l'impression de entendre des bruits dans mon casque. Bref, je vais faire une pause moi si ça continue. Et donc voilà. Le seul truc, c'est que c'est vachement noir. Alors, pour le coup, est-ce que si c'était quelqu'un de physique, est-ce que la lumière on aurait vu vraiment quelqu'un, on aurait eu un visage ou quelque chose? Je sais pas du tout. Bref, ah oui, dernière chose aussi, qui semblerait par contre aller contre la théorie que ce soit quelqu'un de physique. On a vraiment l'impression que ça glisse. Ça fait pas comme quelqu'un qui marche, quelqu'un qui fait des pas assez comme ça. On a vraiment l'impression que ça glisse. C'est assez régulier. Bizarre. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai regardé un peu, je me suis permis de jouer avec la vidéo sur la luminosité pour essayer de voir si je pouvais avoir quelque chose de plus concluant. Mais non, en fait, je peux rien avoir de plus que Maxime a déjà réussi à en tirer. Voilà, je me suis un peu perdu dans ma phrase là. Je sais pas si c'était très français, mais vous avez compris le principe. Alors ensuite, juste après, Maxime se réveille et j'ai envie de dire troisième grand-maman de la vidéo. Alors qu'il marche, il entend des bruits. Il entend des bruits derrière lui, dans les souterrains. Moi ça me fait penser vraiment à un humain qui marche plus qu'à un animal. On entend comme si quelqu'un qui jette une bouteille par terre, ou je sais pas, qui jette quelque chose de métallique. Je vous laisse écouter encore une fois. J'ai vraiment entendu un truc, mais ça doit être un caillou qui est tombé, ça. Oh putain. Ok. J'ai l'impression que soit il y a quelqu'un qui me suit, soit il y a des objets qui tombent, et je viens de tomber sur ça. Ok. Attendez là parce que... Moi, pour rester, on va dire, dans les théories crédibles, pour moi ce serait pourquoi pas le fameux Benjamin du début de la vidéo. Je me trompe peut-être de prénom d'ailleurs, je sais plus si c'est Benjamin ou pas. Bref, vous verrez bien, enfin je vous mettrai une petite note sinon. Donc pour moi ce serait pourquoi pas Benjamin qui aurait fait une blague à Maxime, ou alors tout simplement, comme je disais, un squatter. Bref, en tout cas ça fait bien flipper. Franchement cette vidéo m'a fait de l'effet, si j'ose dire, quand j'ai vu la première fois. Donc voilà. Alors on va revenir quand même
un petit instant sur, sans remettre en cause l'honnêteté de Maxime, mais on va revenir un peu sur son comportement, des petits trucs qui peuvent sembler bizarres. Moi je sais que la première fois que j'ai vu, ça m'a pas plus choqué que ça. En fait, ce qui choque déjà, c'est la désinvolture. La désinvolture, il est assez calme en fait. Le seul moment où il commence à paniquer, c'est à la fin de la vidéo quand il entend les bruits, et ensuite quand il sort. Il prend l'os, il prend le fémur humain. Franchement, moi je vois un fémur dans une grotte comme ça, ou un os de. Même si c'est un os d'animal, tu te dis, si c'est un os de je sais pas quoi d'ailleurs, de vache ou je sais pas quoi, prendre à pleine main comme ça, moi, tangent. Il le met dans son sac à dos, il le fait analyser par un médecin comme il l'explique dans la vidéo. Donc le médecin qui dit que c'est finalement un os humain, un fémur humain. Bref, c'est bien sympathique tout ça. Moi je sais que je l'aurais pas fait, après les gens réagissent différemment, j'ai envie de dire. Faut savoir aussi que faut connaître un peu le personnage de Maxime, qui fait des vidéos sur les jeux surtout. Des vidéos assez comiques, assez pas ironiques mais presque, mais c'est un peu des parodies, donc ça m'étonne pas forcément du personnage. Pour moi c'est pas plus choquant que ça. La seule chose que je me suis dit en voyant la première fois la vidéo, je me suis dit oh putain mec, tu déconnes, tu vas pas prendre ça à pleine main etc. Comme enfin bref, je vous laisserai voir la vidéo, il y a plein de trucs comme ça, et bref, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes des petits coquins et vous ne m'avez pas écouté, allez voir, je vous le redis, allez voir la vidéo parce que c'est super intéressant. Me revoilà les amis, et après une petite pause. Alors petit aparté les amis, je me sentais pas super à l'aise, voilà, après ce petit épisode ce petit chapitre d'analyse, je me sentais pas super bien. Alors je suis descendu en bas, j'aurais eu du mal à descendre en haut en même temps, hein. Mais je suis descendu au rez-de-chaussée, je me suis changé un peu les idées. J'ai voulu prendre mon chat comme bouclier anti-fantôme. Mon chat, il a dû sentir venir le coup, alors il s'est barré, il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Bref, c'est pas grave, écoutez, on va continuer. Alors, petite chose, j'avais prévu d'analyser pour vous une photo. Je dis pas ça parce que je flippe un peu là, non, c'est simplement que je veux pas faire la vidéo trop longue. Encore une fois, je me perçois que le chrono tourne. Et en fait, je vous garde ça sous le coude de toute façon. Je vous dis pas sur quoi c'était, ce sera la surprise. Je vous mettrai ça dans un autre vide-grenier de l'étrange, ou dans un autre top, vous savez, le top 5, top 10, les histoires du grenier. On verra ça un peu plus tard. Cela dit, on va passer à l'histoire. Alors, point de fantôme dans cette histoire, mais une histoire quand même intéressante. Et ouais, parce que le paranormal, c'est pas que des sensations fortes, c'est pas que des fantômes, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça va vous intéresser, c'est une histoire assez complexe, assez vaste. Encore une fois, je vous le précise, j'ai essayé de faire un peu une synthèse de toutes les théories, vous allez le voir, de toutes les histoires. J'ai essayé de regrouper tout en condensant un peu. Enfin bref, j'espère que ça va bien vous plaire. Alors petite remarque, j'ai pris énormément de notes pour vous raconter un peu cette histoire entre guillemets, c'est pas vraiment une histoire en fait, c'est tout un sujet plutôt. J'ai pris beaucoup de notes, alors pardonnez-moi par avance si parfois j'ai l'air de lire un peu. Je sais que c'est pas forcément très plaisant, je vais essayer de l'éviter au maximum, de parler le plus naturellement possible, mais juste pour vous mettre en garde, ça peut arriver. Depuis j'ai envie de dire récemment, à l'échelle de l'humanité, on a appris, on a expérimenté, on s'est aperçu que la Terre était ronde. Voilà, la Terre est ronde, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on vous a appris à l'école. Du moins j'espère, parce que sinon, si c'est pas le cas, vous avez été dans une école un peu bizarre. Peut-être Poudlard, je sais pas, il y a encore même à Poudlard, non, même pas. Cela dit, du 17e au 20e siècle, de nombreux écrivains et scientifiques ont émis l'hypothèse et ont écrit sur la théorie de la Terre creuse. D'ailleurs, l'ouvrage le plus connu traitant plus ou moins ce sujet, c'est le roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre.
même si son histoire diffère un peu de ce dont on va parler ici. Alors, concrètement, la Terre creuse, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs hypothèses dans ce sujet. Il y a plusieurs hypothèses avancées par plusieurs hommes de science à travers ces quelques siècles. Alors, pour certains, la Terre serait en fait une coquille vide, dotée d'un soleil intérieur, à la place du noyau en fusion dont on nous dit que la Terre est équipée, pour ainsi dire. La Terre aurait un soleil intérieur qui brillerait au centre. On accéderait à ce monde intérieur doté d'un climat bienfaisant, bah oui, parce que forcément il y ferait tout le temps jour du coup, en passant par des ouvertures au pôle nord et au pôle sud. Alors pour d'autres, comme Edmund Halley, un homme de science du XVIIe siècle, deux autres coquilles sont présentes entre la couche extérieure et la couche et le noyau central, et le soleil central. Ça forme ainsi des cavités, un réseau énorme de cavités en fait. Alors selon Edmund Halley, les aurores boréales seraient en fait la réflexion de la lumière émanant du centre de la Terre, qui s'échapperait donc par les ouvertures au pôle nord et au pôle sud. Selon certains même, les ovnis viendraient tout droit de l'intérieur de notre bonne vieille Terre, et seraient donc pilotés par ce qu'on appelle des intraterrestres. Alors oui, je sais, vous connaissiez sûrement les extraterrestres, mais maintenant il y a les intraterrestres. Enfin, je dis maintenant, c'est pas nouveau, hein. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a des théories qui parlent donc d'intraterrestres, qui seraient des êtres bien plus évolués que nous, que la race humaine en fait, et qui nous observeraient depuis fort longtemps. D'ailleurs, il y a de nombreuses croyances religieuses qui font état de royaumes souterrains comme ça, comme les enfers de la mythologie grecque, le Svartalfheim de la mythologie nordique, à mes souhaits, voilà, etc., l'enfer du christianisme, l'Abzu de la mythologie sumérienne. À partir du 19e siècle, il y a plusieurs expéditions qui sont organisées, notamment celle de Joseph Reynolds. Alors Joseph Reynolds, c'est qui? C'était un adepte de John Sims, un ancien capitaine de l'infanterie américaine qui était persuadé que la Terre était creuse. Il était fasciné par cette théorie et il a consacré sa vie à prouver que la Terre était vraiment creuse en fait. Donc ce Joseph Reynolds, il décide de lancer une expédition pour le pôle Sud le 29 octobre 1829. Alors c'est un désastre, je vous le dis tout de suite, c'est un désastre. On aura très peu d'informations qui seront revenues de cette expédition. Apparemment, aucune ouverture n'a été découverte au pôle Sud. Ils n'ont pas trouvé de passage vers la Terre creuse. Les explorateurs faisant partie de l'expédition auraient même été sauvés in extremis d'une mort certaine à cause du froid et de la faim. Donc en gros, les mecs s'étaient très très mal préparés apparemment. Une autre théorie d'ailleurs suggère que cette expédition était en fait une fraude. Simplement, Joseph Reynolds voulait récolter un maximum d'argent et puis se barrer, et d'ailleurs apparemment il aurait disparu ensuite. Bref, on n'en sait pas plus. Alors cette même année 1829, 7 mois plus tôt, le 3 avril, Jens Jansson et son fils Olaf quittent Stockholm en Suède pour aller pêcher en prenant la direction du nord. Alors ils dépassent le détroit séparant la Suède et le Danemark, ils s'enfoncent toujours plus loin au nord, et pour finalement s'arrêter quelques jours à Widget Bay pour pêcher au milieu des icebergs. Alors pourquoi ça, je sais pas, ça c'est l'histoire qu'il raconte. C'est peut-être marrant d'aller pêcher au milieu des icebergs, je sais pas. Ils avaient peut-être trop chaud en Suède. Bref, ensuite ils reprennent le voyage dans la même direction, donc toujours au nord, portés par un vent glacial. Après 24 heures de navigation, alors qu'ils pensaient enfin rebrousser chemin, ils font face à une terre verdoyante, à leur grande surprise. Plus aucun vent, le climat est devenu tempéré, alors que quelques temps avant c'était une brise vraiment glaciale qui les poussait. Donc ils décident de s'y arrêter pour pêcher à nouveau, et ensuite ils poursuivent leur route. Plus aucun iceberg dans cette eau devenue calme. Après quelques heures, ils aperçoivent un deuxième soleil à l'horizon. Ils ont d'abord pensé à un mirage dû à la réflexion du soleil dans l'atmosphère. Ça a un nom, ça d'ailleurs, je ne me rappelle plus vraiment. Si vous l'avez en tête, dites-le moi dans les commentaires. Donc ils ont d'abord pensé à un mirage, mais en fait plus ils avancent, plus ils s'aperçoivent que ce deuxième soleil est bien réel et s'élève même au fur et à mesure qu'ils vont dans sa direction.
Il l'appelle même le dieu brumeux à cause de son apparence pâle et brumeuse. Ils continuent leur exploration en allant toujours plus loin, toujours plus au nord, et s'aperçoivent que l'eau dans laquelle ils naviguent est devenue une eau douce. Alors qu'en fait, je rappelle, ils sont en pleine mer. En pleine mer, l'eau doit être salée logiquement. Quelques jours plus tard, ils débarquent sur une autre terre verdoyante remplie de végétation. Ça faisait déjà 5 mois qu'ils avaient quitté Stockholm pour aller faire une petite virée en mer. Alors c'est là qu'ils rencontrent des hommes de grande taille qui les invitent à les suivre. Ces géants les emmènent dans une cité du nom de Jehu, peuplée de temples et d'habitations recouverts d'or. Tout était à la taille de ces habitants géants et les fruits paraissaient même démesurés. L'histoire nous raconte que les grains de raisin avaient la taille d'une pomme. Alors franchement, c'est pas rien, ça donne une petite idée de la taille des habitants, quoi. Alors, l'histoire nous raconte qu'ils ont vécu une année dans cette cité, une année entière. Ils ont même appris la langue des habitants, qu'ils qualifièrent d'ailleurs comme étant d'une extrême montée et dont le langage ressemblait au sanskrit. Le sanskrit, c'est une ancienne langue parlée notamment en Inde. Alors on nous raconte même que ces habitants de Jehu pouvaient même communiquer par télépathie et pouvaient vivre entre 600 et 800 ans. Donc en fait, sans s'en apercevoir, ils étaient rentrés en fait dans le centre de la Terre. C'est un peu ça l'idée. Enfin, dans ce fameux monde intérieur en fait. Ensuite, ils se rendent ensuite à la cité d'Éden, située dans une magnifique vallée, pour rencontrer ce qu'ils appellent le haut souverain du monde souterrain. Alors, ils sont reçus dans le palais, ils lui demandent l'autorisation de visiter les environs, puis d'entrer chez eux à la surface. Parce que ça fait quand même, je le rappelle maintenant, 1 an, voire plus d'1 an en fait, qu'ils avaient quitté leur chez eux, leur famille, etc. Alors ils visitent d'autres cités de ce monde souterrain. Ils reprennent ensuite leur bateau pour naviguer de nouveau vers la surface, en passant par le pôle sud. Ils choisissent cette fois de passer par le pôle sud, car à cette période de l'année, ils avaient calculé qu'en fait, le pôle nord serait dans la nuit, et ils ne voulaient pas naviguer de nuit. Voilà pourquoi. Alors après quelques jours, après avoir gagné notre monde connu, le monde de la surface, ils heurtent un iceberg. Et ils font le remake de Titanic, quoi. Alors, seul le fils Olaf survécut à l'accident. Son père est emporté disparu. Olaf fut secouru par un navire de pêche, puis fut déclaré fou à son retour par sa famille, alors qu'il a voulu leur raconter son récit. En même temps, on les comprend un peu. Un mec qui vous dit « Ouais, j'ai vécu 1 an, enfin avec mon père, j'ai vécu 1 an dans un monde souterrain, c'était des géants, ils faisaient 4 mètres, ils parlaient par télépathie. » Je sais pas. Moi, je me dirais d'accord. Mais comme quoi, c'est pas forcément la bonne réaction. Alors, à l'âge de 70 ans, Olaf part en Amérique, où il fait la connaissance de son voisin, un novelliste, à qui il décide de confier son histoire. Ce dernier l'a publié en 1908 sous le nom de The Smoky God or A Voyage to the Inner World, avec mon superbe accent comme d'habitude, qu'on peut traduire par le dieu brumeux ou un voyage vers le monde intérieur. Il faut savoir que les expéditions se sont succédées, des expéditions officielles, financées la plupart du temps par le gouvernement américain. Alors j'ai trouvé une liste de faits troublants que les explorateurs ont raconté à leur retour, et qui présente des similitudes avec le récit de Olaf et Jensen. Par exemple, on a le journaliste américain qui a vécu parmi les Inuits de 1860 à 1862. Suite à son retour du Grand Nord, il a écrit « Il, entre parenthèses le Grand Nord, est plus chaud que prévu et ne connaît ni la neige ni les glaces ». En 1869, Isaac Israel Hayes fit un voyage au Groenland pour explorer les terres d'Ellesmere et de Greenock. Il a écrit dans son journal « 70°17 de latitude nord, j'ai vu un papillon jaune et qui le croirait un moustique, ainsi que 10 mythes, 3 araignées, 2 abeilles et 2 mouches. » En sans doute, tous ces insectes vivent normalement beaucoup plus au sud, à au moins 1 millier de kilomètres plus bas. D'ailleurs, la légende des Esquimaux ont souvent un rapport avec le pôle Nord et avec l'intérieur de la Terre. Par exemple, lorsqu'on demande à un Esquimau d'où viennent ses ancêtres, il pointe vers le Nord. Les traditions orales des Esquimaux décrivent un pays majestueux, baigné d'une perpétuelle lumière, un pays sans nuit. Ces traditions précisent que ce pays a un climat chaud avec des lacs qui ne gèlent jamais. Des animaux tropicaux y vivent ainsi que des oiseaux multicolores. On nous raconte que c'est le pays de l'éternelle jeunesse où les gens vivent heureux et ne meurent jamais. Paul-Émile Victor, dans son récit Banquise d'ailleurs, nous a rapporté une chanson des Esquimaux chantée à la veillée. Ils sont grands, ils sont terribles, les hommes de l'intérieur. L'explorateur américain, le docteur E. Kane,
qui explora le pôle Nord entre 1833 et 1855, a écrit d'ailleurs: il y a des indices qui montrent clairement qu'il doit y avoir un océan dans le Nord. Les brumes et les brouillards que nous avons vus souvent en hiver nous le confirment. Alors parmi tous ces explorateurs, on va s'intéresser particulièrement à un explorateur qui est Richard Byrd. Alors Richard Byrd, c'était qui en fait? C'est un pilote d'avion américain durant la Première Guerre mondiale. Une fois la guerre finie, enfin même finie depuis quand même quelques temps, en 1926, il est en charge d'une expédition aérienne ayant pour but de survoler l'ouest du Groenland. Il s'envole dans un avion monoplace. Alors il raconte de cette expédition: des contrées inconnues droit devant nous. Nous expérimentions l'incomparable satisfaction de chercher de nouvelles terres. Lorsque nous nous sommes approchés du pôle, le temps et la direction sont devenus sans dessus-dessous. Ici et là, au lieu d'une étendue de glace, apparut une séparation marquant le début d'une eau vert-bleu. À un moment donné, méprisé par la distance, parmi des nuages flous en formation basse, le haut des montagnes d'un pays lointain. Alors à son retour aux USA, Richard Byrd est devenu un héros national. On le nomma contre-amiral même, et il reçut une médaille d'honneur. 2 ans après, à l'automne 1928, Byrd annonce qu'il prépare un nouveau voyage aux confins de la Terre, comme il le dit. Mais cette fois-ci dans des régions inconnues de l'Antarctique, donc au sud. Alors il a fait une telle publicité qu'il a réussi à obtenir un soutien financier énorme. Il a récolté des dons de la part de Ford et de Rockefeller. Il a récolté en tout plus de 400 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'époque, en 1928, j'ai pas fait la conversion, ce que ça donnerait à peu près maintenant, mais 400 000 $, c'est juste énorme, quoi. Alors, le 29 novembre 1929, après avoir installé son campement qu'il a baptisé Little America, la petite Amérique, sur les rives de l'Antarctique, Byrd observe: ce point imaginaire qu'est le pôle Sud est un endroit déroutant. Tous les méridiens convergent ici. Les directions, telles que nous les connaissons habituellement, ne veulent rien dire. Pour toute personne voyageant dans le sens du nord ou du sud, il lui sera impossible de marcher en ligne droite et de garder la même direction. Sa direction aura tendance à changer notablement chaque minute. Pour établir sa direction d'origine, il devra se forcer à suivre une route en spirale. Alors, donc en 1947, Byrd est chargé d'une nouvelle expédition dans l'Arctique, donc vers le nord, de nouveau. Après un vol de 7 heures, lui qui aimait parler de ses exploits à la presse, il revient, il dit rien. Il parle pas, il est muet comme une carpe. Ce serait le Pentagone qui lui aurait en fait interdit de s'exprimer en public, en lui imposant le secret militaire, car je vous rappelle, à la base, Byrd est un militaire. Son carnet de vol a même été confisqué. Alors ce qui se passe, c'est qu'en 1990, ce fameux carnet de vol, est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est le carnet de vol authentique? En tout cas, toujours est-il qu'il refait surface. Il refait surface dans un livre parlant de la Terre creuse, justement. Alors je vais vous lire son carnet de vol tel qu'il a été écrit, tout simplement, par Richard Byrd en personne, du moins on le pense. Tous les préparatifs ont été réalisés pour un vol en direction du nord, et nous décollons avec le plein de carburant. Le contact radio a été vérifié avec le camp de base, et la réception est normale. Vaste glace et neige en dessous. Tout est normal. Note une couleur jaune dispersée en motif linéaire, déviation du vol pour mieux examiner cette couleur. Exécutons 2 cercles complets autour de la région et retournons vers orientation d'origine. Les boussoles commencent à tournoyer dans tous les sens. Impossibilité de garder notre route et de se fier aux instruments. Nous supportons les caprices de la boussole. Positionnement effectué avec le soleil, tout semble aller bien. Les commandes mettent du temps à réagir, très mauvaise qualité. Maintenant, aucune présence de glace, donc il se retrouve à peu près dans la même situation dans laquelle il avait été lors de sa première expédition. 29 minutes de vol plus tard, premier rapport indiquant des montagnes. Ce n'est pas une illusion. Des montagnes forment une petite chaîne que je n'avais jamais vue auparavant. Changement d'altitude. 2950 pieds. Affrontons une nouvelle turbulence. Franchissons la petite chaîne de montagnes. Au-delà de la chaîne de montagnes apparaît une vallée avec un petit fleuve, ou une rivière se dirigeant vers le centre de la vallée. Il ne devrait pas y avoir de vallée verte ici. Il y a définitivement quelque chose qui cloche et d'anormal ici, écrit Richard Byrd. Nous devrions être au-dessus de la glace et de la neige. À bâbord, de grandes forêts poussent sur le versant de la montagne. Je vous rappelle qu'on est au pôle Nord, logiquement aucune glace. Enfin, justement, que de la glace plutôt. Les instruments filent toujours comme une toupie. Le gyroscope oscille d'arrière en avant. Je modifie mon altitude de 1400 pieds
et effectue un virage abrupt vers la gauche pour examiner la vallée. Il écrit même « Nous tournons à nouveau sur la gauche en direction d'un gros animal ou quelque chose de semblable. Ça ressemble à un éléphant. Non, on dirait un mammouth, c'est incroyable. Il est pourtant bien là. » Diminue l'altitude de 1000 pieds et prends mes jumelles pour mieux examiner l'animal. C'est définitivement bien un mammouth. La température extérieure indique 23 degrés Celsius. Je tente de contacter la base, la radio ne fonctionne pas. Le niveau du paysage est plus haut que la normale, si je puis m'exprimer ainsi. Droit devant, nous percevons ce qui ressemble à une cité. C'est impossible. Soudain, l'avion semble léger et flotter curieusement. Les commandes refusent de répondre. Mon Dieu! À bâbord et à tribord d'étranges types d'appareils. Ils se rapprochent rapidement autour de nous. Ils ont la forme de disques et sont resplendissants. Ils sont suffisamment près, maintenant je peux voir leur insigne. C'est un type de svastika. C'est incroyable. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Je tire à nouveau sur les commandes. Elles ne répondent pas. Nous sommes pris dans une sorte d'étau invisible. Notre radio grésille et une voix anglaise avec un accent nordique ou allemand apparaît. Le message est « Bienvenue dans notre domaine, amiral. Nous allons vous poser dans exactement 7 minutes. Relaxez-vous, amiral, vous êtes entre de bonnes mains. » Je note que nos moteurs se sont arrêtés. Notre appareil est sous l'emprise d'une étrange force et vire maintenant tout seul. La procédure de descente est amorcée et l'avion vibre comme s'il était sur un mont de charge invisible. Nous nous posons avec seulement une petite secousse. J'ajoute en toute hâte une dernière note dans mon carnet de vol. Plusieurs hommes s'approchent de notre avion, ils sont grands avec des cheveux blonds. À quelque distance derrière, une énorme cité miroite avec les nuances de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer maintenant, mais je ne vois aucune arme sur ceux qui s'approchent de nous. J'entends une voix me commandant d'ouvrir la porte. J'exécute. Fin du carnet de vol. Alors ici s'achève donc le carnet de vol de Richard Byrd. Pourtant la suite de son histoire continue dans son journal personnel que Byrd a écrit après coup, donc de mémoire. Alors la suite du récit laisse perplexe de nombreuses personnes, même les plus fidèles au thème de la Terre creuse. Selon eux, son contenu est un peu étrange, au point de douter aujourd'hui de l'authenticité de son récit, au moins de la partie en question. A noter d'ailleurs aussi, ce qui est étrange, certains mots en allemand, les svastika, je sais pas vraiment comment on dit. J'ai peut-être fait une erreur d'ailleurs en disant svastika. Bref, alors je précise que la svastika, plus connue sous le nom de croix gammée, en fait c'est un symbole antique d'ailleurs, qui peut être je crois présent dans les deux sens, forme de croix gammée, et avec les branches inversées. Donc voilà, c'est pas un symbole qui à la base appartient au nazisme, au Troisième Reich. C'est un symbole antique qui a été toujours utilisé, qui est encore utilisé dans de nombreuses croyances. Alors donc Richard Byrd poursuit de mémoire dans son journal personnel que lui et son coéquipier sont ensuite accueillis cordialement par ceux qui les ont interceptés. Ils sont alors emmenés dans une ville semblant faite de cristal, selon les mots de Byrd. Richard Byrd est alors emmené via un ascenseur et un long couloir à une pièce où on lui annonce qu'il va avoir audience avec le maître. Le maître, dont les traits sont doux et porte la marque des années, selon Byrd, entretient alors l'amiral sur l'intérêt que porte le monde de l'intérieur de la Terre, ou le domaine des Ariani, comme il le dit, sur les agissements du monde de la surface, notamment l'usage de l'énergie atomique. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans, que ce soit les extraterrestres ou les intraterrestres, tout dépend de la théorie qu'on adopte. On s'aperçoit souvent que une des théories les plus répandues est qu'en fait les ovnis sont là pour nous observer, pour observer l'humanité, et faire gaffe à ce qu'on fasse pas trop de bêtises quoi, avec les guerres, etc., l'énergie atomique, les bombes. Le maître évoque plusieurs de leurs appareils volants ayant été poursuivis par des avions de combat. Donc le parallèle avec les ovnis, il le met en garde contre cette énergie qui, selon ses dires, ne doit pas être entre les mains des humains, donc l'énergie atomique, encore une fois. Vous voyez, amiral, notre culture et notre science sont en avance de plusieurs milliers d'années sur celle de votre race. Alors, petite coïncidence, petit détail que j'ai relevé, c'est que là, on est en 1947. Et chose étrange, chose ou rigolote, c'est en 1947 qu'a lieu le premier crash supposé d'un ovni à Roswell en juillet 1947. Donc voilà, petit parenthèse. Ensuite, Byrd et son coéquipier seront escortés
par ces êtres de l'intérieur seront escortés jusqu'à la surface avant de rejoindre son camp de base, puis les USA où on lui fera subir un interrogatoire et une observation médicale durant plusieurs heures. C'est là d'ailleurs qu'on lui ordonna de garder le silence. Alors plus récemment, des clichés assez connus quand même, pour ceux qui s'y intéressent. Des clichés de la NASA ont révélé à plusieurs reprises des anomalies au pôle, des dépressions, des trous au pôle en fait, qui correspondraient parfaitement aux théories de la Terre creuse. Alors, souvent sur ces clichés, ça me laisse un peu perplexe. C'est un peu comme quand je vous parlais des clichés sur Mars. Pourquoi avoir laissé filtrer ça? Alors, il y a certains clichés qui sont prétendus, pour ce cas-ci, un ou deux clichés qui sont prétendus volés. Je me dis, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça me paraît un peu gros quand même. Une autre théorie dirait aussi que, comme d'habitude, ça serait passé à travers les mailles de la censure. Là, ça me paraît encore un peu plus gros, hein, honnêtement. Donc voilà, je sais pas. À vous de me dire ce que vous pensez de ces clichés que je vous présente. Enfin bref. Alors pour en revenir aux croyances et aux légendes, on peut aussi citer l'Agartha. L'Agartha, c'est un royaume souterrain légendaire présent dans la tradition indienne et amérindienne, qui serait relié à tous les continents par un énorme réseau de galeries et de tunnels. Ce royaume abriterait une immense bibliothèque contenant les savoirs perdus de l'humanité, et notamment ceux de l'Atlantide dont on parlait justement un peu avant. Des civilisations disparues comme celles des Mayas et des Aztèques y habiteraient ainsi que leurs trésors cachés avant l'arrivée des conquistadors. Des passages vers l'Agartha, ou la Terre creuse, hein, si on s'autorise à faire le rapprochement entre les deux, seraient également présents au Tibet et au Pérou, dans le mont Shasta en Californie, à Manaus au Brésil, Mammoth Cave dans le Kentucky et aux USA, la pyramide de Khéops en Égypte, ou encore en France, au mont Bugarache dans l'Aude, entre autres. D'ailleurs, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que faut savoir que l'idéologie nazie a été fortement inspirée par l'occultisme, et Hitler aurait eu particulièrement à cœur de découvrir une entrée vers l'Agartha, vers ce fameux royaume souterrain, ou cette terre creuse. De nombreuses expéditions du Troisième Reich furent envoyées à travers le monde afin de découvrir ces passages, notamment l'expédition allemande de 38-39 au Tibet ou encore diverses expéditions en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud d'ailleurs, où certains prétendent qu'Hitler se serait justement enfui en 1945 au lieu de se suicider comme le veut l'histoire officielle. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà les amis, on a fait un peu le tour. Je vous rappelle que j'ai essayé de condenser au maximum. On pourrait vraiment parler des heures sur ce sujet. C'est vraiment un sujet que je trouve passionnant, tellement complexe et tellement difficile à traiter. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu un peu de retard sur cette vidéo. Donc à vous de voir. D'ailleurs, je vous invite à chercher par vous-même sur Google, la Terre creuse, Hollow Earth même. En anglais, vous aurez forcément plus de résultats. Cherchez un peu, faites un peu le tour. J'ai pas mis tout ce que j'avais trouvé, ça aurait été trop long. Je vous ai fait un petit résumé. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de la Terre creuse. Si vous trouvez que c'est plausible, c'est crédible, ou c'est au contraire c'est que des affabulations. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. J'ai beaucoup lu, comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup lu mes notes. J'ai essayé de le rendre le plus vivant possible quand même. Mais bon, c'est pas forcément facile. Je ne sais pas encore combien de temps cette vidéo aura duré. J'espère pas trop longtemps. Je me suis un peu plus lâché d'ailleurs. Je pense que certains m'avaient dit que je me lâchais pas assez, que je faisais un peu trop présentateur de JT. Là, je me suis un peu lâché. Involontairement même, dans la première partie avec ces petits bruits dans mes écouteurs. À l'heure qu'il est là, je sais toujours pas ce qu'il en est, je verrai au montage. Et puis on verra bien de toute façon. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit commentaire, mettre un pouce vert si vous avez aimé. Merci tout particulier à tous mes abonnés, particulièrement les plus actifs. Tous ceux qui me mettent un petit commentaire
pas forcément à chaque vidéo, mais assez régulièrement, ça me fait vraiment très plaisir, ça me motive à continuer. Un petit coucou aussi, et un grand merci à mes amis qui me soutiennent dans ce projet, à notamment Nathan, Cyril et JB, à Shai, l'illustratrice attitrée de la chaîne, et bien voilà les amis. Petite parenthèse, au passage, durant le premier vide-grenier de l'étrange, vous avez demandé de m'envoyer vos histoires paranormales. J'avais prévu de faire une petite section les histoires paranormales des abonnés. J'ai toujours ça en tête. Là, j'ai pas voulu l'incorporer pour pas que ce soit trop long. Je tiens à m'excuser aussi. Vous êtes nombreux à m'envoyer vos histoires paranormales quand même par mail, que ce soit, ou même sur Twitter d'ailleurs, ou sur Facebook. C'est vraiment super sympa à vous. Désolé s'il y en a à qui je tarde à répondre. C'est indépendant de ma volonté, c'est simplement que j'ai pas forcément toujours le temps. J'essaye de faire une réponse la plupart du temps assez longue pour pas faire juste un ok merci d'accord. Donc voilà, je peux pas non plus publier aussi toutes les histoires. Ça je voulais vous le dire. Mais en tout cas ça me fait toujours super plaisir quand vous m'écrivez, quand vous me racontez vos expériences et tout, parce que c'est aussi ça le but de cette chaîne, de partager nos expériences. Bref les amis, on se retrouve donc ce week-end pour un jeu, je ne sais pas encore lequel, peut-être Among the Sleep, peut-être Fahrenheit, peut-être un autre petit jeu. En tout cas dans les semaines à venir, ça va tourner autour de ces 2-3 jeux là. Donc voilà les amis, on se retrouve très très bientôt. Je vais sortir aussi le plus tôt possible, je ne sais pas encore, les fameuses histoires du grenier dont je vous parlais. En attendant, j'oublie pas les vlogs aussi, je sais que vous aimez beaucoup les vlogs et moi ça me fait plaisir de vous parler un peu en mode YOLO, j'ai envie de dire, un peu en mode relax, comme dirait l'ami Gilowell, en mode relax. Enfin bref les amis, on se dit au revoir, on va se retrouver pour la prochaine vidéo de toute façon. Très très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter et sur Facebook, à me laisser des petits messages, à me laisser un petit j'aime sur les vidéos si vous avez aimé, et surtout un petit commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et me laisser vos avis sur les histoires qu'on a partagées. Allez, salut tout le monde!